Bonjour à tous, merci de vous être inscrits et d'être présents aujourd'hui pour ce nouveau webinaire, troisième volet des webinaires avec notre partenaire Commerzbank. Nous allons donc aujourd'hui aborder le thème suivant. Alors, ceux qui n'étaient pas présents aux deux premiers volets, nous avions vu les figures de continuation dans un premier temps, puis nous avions vu les figures de retournement. Et à chaque fois qu'on aborde un thème technique comme ça ensemble, l'objectif est de vous permettre, vous, d'acquérir certaines connaissances pour mettre en place des stratégies de gestion, choisir vos produits ou de trading afin d'essayer de dynamiser votre portefeuille différemment. Voilà. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Marc Daguerre. J'ai fondé Daguerre Trading il y a maintenant 3 ans et demi. Et je suis donc responsable en partie d'un service de recommandation qui s'appelle DT Turbo, donc sur des produits très réactifs, qui sont les turbos, qu'on abordera entre autres tout à l'heure. Alors aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à un niveau très efficace en matière d'analyse technique et qui devrait vous permettre de mettre vraiment en place des stratégies gagnantes. Il s'agit des overlaps ou encore bornes de polarité. Ces deux mots sont aujourd'hui un petit peu semblables. On va voir ensemble donc ce que sont que ces niveaux-là. Donc vous le savez, comme je le dis toujours, l'analyse technique, c'est donc une discipline qui va étudier les graphiques des cours, et donc l'observation du passé et du présent va permettre d'anticiper l'avenir. Donc dans ce troisième et dernier volet, on va donc voir ensemble les overlaps ou bornes de polarité qui sont des niveaux très efficaces, horizontaux, sur lesquels les cours vont tour à tour buter dans un sens puis dans l'autre. Alors attendez, est-ce que vous voyez bien le diaporama? Il y a quelqu'un qui me demande si on peut disposer du diaporama. C'est bon, donc vous voyez le diaporama. Oui. Oui, le diaporama sera disponible. Il suffira à la fin, je vais vous laisser nos coordonnées. Il suffira de nous envoyer un mail et je vous enverrai donc la présentation en format PDF à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Alors, le sommaire, on ne va pas s'attarder dessus puisque de toute façon je l'ai mis pour justement ceux qui voudraient recevoir la présentation ensuite par PDF. Nous allons le balayer ensemble au fur et à mesure. Donc qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc né dans l'analyse technique, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez qu'il y a deux grandes familles en termes d'analyse financière. Il y a les analystes techniques qui étudient les graphes, l'évolution des cours d'un point de vue graphique, mathématique et technique, et l'analyse fondamentale qui, lui, va étudier la conjoncture, la santé d'une entreprise, ses bénéfices, ses résultats, son changement de managérial, etc. Bon. Ma vision de l'analyse technique est la suivante. En bourse, vous le savez, il n'y a pas de panacée. Ça, je le dis toujours, mais c'est très important. Si quelqu'un vous dit « moi j'ai la martingale », il faut toujours se méfier, ça n'existe pas. Si une méthode fonctionnait vraiment à 100%, les autres, par définition, n'existeraient pas. Donc, nous, ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, c'est comment l'analyse technique peut, avec un bon mélange entre la théorie et la pratique, avoir effectivement des effets très positifs et des points effectivement très probants pour agir sur les marchés. Mon expérience et ma valeur ajoutée, ça fait depuis maintenant plus de 15 ans que je suis derrière les marchés et avec les mêmes convictions, croyances et méthodes depuis le début. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 15 ans que je pratique mon analyse technique, il n'y a rien qui m'a fait dire que c'était une discipline qu'il fallait que je remette en question. Alors, quels sont les points forts de l'analyse technique telle que je la pratique? On va déjà voir un rapide aperçu de la théorie héliotiste, avec les principales règles, le schéma de base, sans entrer dans les détails, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de se plonger dans une théorie aussi complexe. On va voir comment utiliser ces outils dans les conditions de marché actuelles pour monter une stratégie gagnante via un produit divers, produits boursiers qu'on va aborder ensemble. Et on va voir des exemples concrets. Tout ce que je vous dis là, d'un point de vue théorique, sera par la suite, attendez, je vais enlever un petit peu, sera par la suite abordé d'un point de vue pratique avec des graphiques que je vous ai préparés, une petite vingtaine de graphiques que j'ai préparés pour vous. Et je vais essayer de m'attarder le moins possible sur la théorie parce qu'en général, c'est vraiment l'étude des graphiques qui est la plus parlante et qui plaît le plus, qui vous plaît le plus. Et on va profiter du fait que là, je puisse vous parler directement pour prendre du temps sur cette partie graphique, puisque de toute façon, la partie théorique, vous allez la voir à disposition par la suite. Donc les petits plus utiles, pullback et overlap, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est. Le pullback, en fait, c'est lui qui détermine directement ce qu'on appelle la borne de polarité.
le backtesting, donc comment savoir si une méthode qu'on utilise peut être bonne ou pas, puisque comme je vous l'ai dit, chaque méthode va avoir ses servants, ses détracteurs. Certains vont regarder Elliott, certains vont regarder les ratios de Gann, certains vont regarder la théorie de Doe, certains vont regarder un RSI, d'autres un MACD, d'autres les stochastiques, etc. Et enfin, quelque chose de très important aussi en matière d'analyse technique, c'est la combinaison de points. C'est quoi la combinaison de points et pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, la combinaison de points, comme son nom l'indique, c'est qu'à certains niveaux vont correspondre à plusieurs facteurs techniques différents. Plus un niveau va correspondre à un nombre de facteurs techniques différents, plus il va être efficace et on va pouvoir s'y fier. Pourquoi? On dit souvent que l'analyse technique est l'étude du comportement psychologique des investisseurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est en partie vrai. En tout cas, la question de savoir est-ce que ça marche parce que les gens le regardent ou est-ce que les gens le regardent parce que ça marche, aujourd'hui, ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir que ça peut être efficace. Donc, si par exemple, vous avez un niveau qui va correspondre à un gap, à un ratio de Fibonacci, à une borne de canal et, je sais pas moi, soyons fous encore, à une zone de retournement de surachat sur le RSI par exemple. Donc plus vous allez avoir de correspondance technique comme ça, plus le point va être fort. Donc c'est ce qu'on appelle la combinaison de points et c'est très important. Ici je vous ai mis un schéma, le schéma Elliottiste de base. Qu'est-ce qu'on appelle le schéma Elliottiste de base? D'abord Elliott, c'était qui? C'était un comptable américain qui était en poste durant les années 30, donc pendant le crack de 29, le fameux crack de 29. Et ce comptable avait observé des graphiques et avait réalisé que les graphiques reproduisaient un schéma à l'identique de façon continue. Bon, évidemment, c'est très schématisé ce qu'il a mis en place, mais il dit quoi, Elliott? Il dit, vous le voyez ici, que quand on est dans une tendance, on va avancer en 5 vagues, en 5 temps, qu'on appelle les 5 premières vagues là, que je vous ai numérotées 1, 2, 3, 4, 5, et quand on va être dans la consolidation, on va consolider en 3 temps, ou en 3 vagues, qu'on appelle ABC. Il est évident que ce schéma est le schéma qu'on appelle de base. Après, il va y avoir des extensions, il va y avoir des consolidations plus complexes, il va y avoir des consolidations en forme de triangle, en forme de canot, en forme de flag, il va y avoir des wedges de retournement, il va y avoir des ABCX, il va y avoir un tas de choses plus complexes. Mais le schéma de base est le suivant. Et la définition de l'overlap vient directement du schéma de base elliottiste. Elliott disait que pour valider un schéma en tendance, en 5 vagues, il ne fallait absolument pas que la vague 4, que vous voyez ici, vienne enfoncer le niveau de la vague 1. Ça veut dire que lorsque vous êtes en train d'anticiper éventuellement une avancée elliottiste, vous allez, lorsque vous terminez votre première vague, vous allez placer un niveau horizontal ici, que j'ai mis en rouge pour vous, et lorsque votre vague 3 sera terminée et commencera à consolider, comme on le voit ici, il faudra absolument que ce niveau-là, de la vague 4, ne vienne pas enfoncer la vague 1. Sinon, votre théorie elliotiste est remise en cause. D'accord? Voilà ce que nous dit Elliott sur l'overlap, la définition de l'overlap. Donc, comment définir au mieux un overlap? Donc, comme on vient de le voir, la définition théorique nous dit la chose suivante. Il s'agit donc, dans un schéma elliotiste traditionnel, du niveau de la vague 1, celui-ci ne devant pas être enfoncé par le niveau de la vague 4. Voilà ce qu'on appelle l'overlap. L'extension de la théorie, qui donne les bornes de polarité finalement, donc après de nombreuses observations, on peut élargir la définition de l'overlap même sans lui enlever sa valeur, bien au contraire. On va l'élargir de la façon suivante. Un overlap sera tout type de seuil horizontal délimité par une forte zone de support ou de résistance qui viendra par la suite jouer le rôle de niveau d'inflexion du marché à la hausse comme à la baisse. Autrement dit, un overlap ou une borne de polarité, c'est une zone d'appui des marchés qui va à tour de rôle, donc une zone horizontale, c'est important, qui va à tour de rôle jouer le rôle de support ou de résistance, et inversement. Donc, dans une tendance haussière, c'est une résistance qui devient support, dans une tendance baissière, c'est un support qui devient résistance. On va le voir tout ça ensuite ensemble. Comment utiliser le backtesting pour connaître la fiabilité d'un overlap selon les cas? Bon, qu'est-ce que le backtesting? Comme son nom l'indique finalement, ça vient de l'anglais, donc back, arrière et testing, tester. Donc c'est le principe de tester en arrière. Ça veut dire dans le passé, donc l'efficacité d'une théorie ou d'une technique qui va vous intéresser. C'est un élément très important de l'analyse technique en général. En effet, l'expérience montre que chaque sous-jacent ne répond pas toujours de la même manière à chaque théorie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, vous allez peut-être avoir un titre, je ne sais pas, prenons Renault au hasard, qui va peut-être très bien répondre au RSI, alors que Peugeot, dans le même temps, ne va pas très bien répondre au RSI.
Ça veut dire que quand il y a des divergences baissières sur Renault, Renault baisse, alors que quand il y a des divergences baissières sur Peugeot, Peugeot ne baisse peut-être pas forcément. Je vous donne cet exemple totalement au hasard, hein, mais c'est pour vous expliquer ce que ça signifie. Donc comment backtester un overlap de la même façon? Vous allez tout simplement appliquer la définition donc, du backtesting. Vous allez prendre un sous-jacent et vous allez regarder si ce sous-jacent dans le passé répondait bien aux overlaps. Donc vous allez tracer pratiquement toutes les horizontales au niveau des sommets et des points bas, et vous allez voir si ces horizontales-là vont jouer le rôle de borne de polarité. D'accord? On va, encore une fois, tout ce que je vous dis ici, si ça peut parfois vous sembler un petit peu compliqué, n'ayez crainte, on va regarder tout ça avec des graphiques tout à l'heure. Maintenant, comment optimiser ce type de niveau? Donc, de quelle manière on va profiter de façon optimale de ce genre de points dans une optique soit analytique, d'analyse, soit dans une optique stratégique? Déjà, ça peut permettre de trouver un point d'entrée. On va le voir ensemble, effectivement, parfois, un overlap peut être un bon repère pour trouver un point d'entrée, lorsque notamment on est dans une phase de consolidation, mais qu'on n'est pas en train de remettre en cause la tendance haussière, par exemple, et qu'on a envie d'acheter le titre en question, ou en tout cas le sous-jacent en question, eh bien, peut-être que l'overlap va donner une zone approximative, bien sûr, qui peut être intéressante pour trouver un point d'entrée à l'achat sur le niveau. Ça peut être également, naturellement, intéressant pour placer un niveau de stop. À savoir, effectivement, lorsque vous êtes déjà en pause et que vous avez besoin de placer un niveau de stop parce que peut-être que les marchés ne vont pas dans la direction que vous souhaitez, ou peut-être même avant même d'intervenir, mettre en place une stratégie de money management intelligent, donc avec un stop de sécurité. Donc, il faut effectivement s'appuyer sur des overlaps de temps en temps pour trouver des niveaux de stop intéressants en se décalant légèrement pour éviter ce qu'on appelle les spikes ou autres mouvements un peu erratiques de marché. Donc un spike, c'est quoi? Un spike, où est-ce qu'on en a vu un assez récemment? On en a vu un pratiquement hier dans la séance d'hier sur le CAC par exemple. Un spike, c'est un mouvement très violent dans un sens qui est très vite corrigé dans l'autre sens. D'accord? C'est ce qu'on appelle dans notre jargon un spike. C'est une forte amplitude à la hausse ou à la baisse qui va être très vite corrigée dans une durée de temps très, très courte. Alors maintenant qu'on a vu ensemble ce qu'étaient les overlaps, on va s'attarder un tout petit peu aux types de produits, à différents types de produits sur lesquels on peut intervenir. Et après cette explication-là, nous allons donc rentrer vraiment dans le vif du sujet et commencer à regarder ensemble les graphiques eux-mêmes et voir comment on peut effectivement mettre en place des stratégies via ce type de niveau. Moi, mon objectif, c'est qu'à la fin de cette présentation, chacun d'entre vous puisse un tout petit peu plus, quand bien même c'est pas forcément très clair pour tout le monde, c'est pas forcément très évident pour tout le monde, mais que chacun d'entre vous puisse un tout petit peu plus commencer à repérer tout seul ce qu'on appelle un overlap. Alors, quels sont maintenant les différents types de produits qui sont mis à disposition par Commerzbank? Donc il existe donc de nombreux produits de bourse qui permettent de jouer des mouvements et que va donc nous permettre de déceler notre analyse technique, d'accord, comme on vient de le voir ensemble. Je vous invite à vous rendre sur le site de notre partenaire Commerzbank, produits de bourse, afin de pouvoir les découvrir. N'hésitez pas à télécharger les brochures explicatives fournies, qui sont très bien faites, en PDF. Elles vous permettent de savoir exactement quelles sont les caractéristiques de chaque type de produit que nous allons aborder là de façon un petit peu panoramique. Donc nous allons regarder ensemble les 4 produits qui sont peut-être le plus adaptés à des stratégies basées sur l'analyse technique. D'accord? Alors attendez parce que j'ai perdu mon... Alors, attendez un instant. Vous me recevez toujours parce que là j'ai perdu mon... Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, Arnaud, c'est Marc. Écoute, je sais pas, j'ai fermé sans le vouloir la partie partagée, je ne retrouve plus ma presse là. Je sais pas comment faire, tu peux m'envoyer
Attends, ok, merci. Alors attendez, j'ai perdu mon... Ah voilà, c'est bon. Un instant. Ok, est-ce que vous voyez, à nouveau la présentation ou pas? Non, vous la voyez pas très bien. Alors, attendez. Ça s'était fermé, et là j'ai refait partager, mais ils m'ont tout ouvert là, je sais pas. Il a tourné là. Pourquoi on peut fermer peut-être que j'appuie sur la porte. Non, je crois qu'il m'entendait toujours. Hop. Je pense qu'il va utiliser le document aussi. Bah, c'est ce que je leur ai demandé. Je peux leur demander, ils me répondent. Mais là, je sais. On voit l'image, on voit à nouveau de même que la présentation. Ah, ok. Je vais le faire comme ça. Ouais. Ok. Bon, excusez-nous pour ce petit contretemps, rien de méchant. Alors, vous me voyez, vous m'entendez, vous voyez la présentation à nouveau? Ok, parfait. Pour le téléphone, c'est 18 pour Mac. Ça marche. Donc on reprend où est-ce qu'on en était. Voilà, donc j'en étais là. Donc j'étais en train de vous dire que nous allions regarder ensemble les différents types de produits. Donc reprenons tout de suite dans le vif du sujet pour ne pas perdre de temps tout à l'heure. Donc voilà, on a sélectionné 4 types de produits que je vous ai ici classés dans un tableau qui vous permet de voir assez rapidement, de façon synthétique, les grosses particularités de chaque produit. Évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller télécharger les brochures sur le site de Commerzbank pour en savoir davantage. Donc, le premier produit, c'est le Turbo. Le second, c'est ce qu'on appelle les leverage short. Le troisième, ce sont les stability, qu'on appelle également parfois stability variant. Et enfin, les bonus, qu'on appelle également bonus capé. Est-ce que ces produits ont un effet de levier? Oui, pour le turbo, c'est un effet de levier variable. Variable, ça veut dire que selon le cours du sous-jacent et donc sa distance par rapport à la barrière, l'effet de levier va être variable. Les leverage short, eux, bénéficient d'un effet de levier qui est fixe et qui est fixé par jour. Vous allez avoir, par exemple, un leverage x5 qui va être x5 durant toute la journée de cotation du produit en question. Si vous prenez, je ne sais pas, au hasard, un leverage sur Bouygues, eh bien, x5, eh bien, si Bouygues prend 1%, vous allez gagner 1%, si Bouygues perd 1%, vous allez perdre 5%, voilà, dans la journée. Les stability et les bonus, eux, n'ont pas d'effet de levier. Quel est le risque-rendement, le potentiel donc de risque que vous prenez par rapport au rendement que vous pouvez bénéficier sur ces produits-là? Pour les turbos, il est élevé, puisqu'il y a une barrière en plus désactivante. Donc plus vous allez être proche de cette barrière, plus votre niveau de risque va être élevé. Sur un leverage short, il est relatif en fonction du produit sélectionné. Pour un stability, il est effectivement très élevé. Pourquoi? Parce qu'on va avoir, comme on le voit tout à l'heure, 2 bornes de désactivation, donc vous allez prendre un risque à la hausse comme à la baisse. Maintenant, si le produit, le sous-jacent sélectionné, reste stable, comme son nom l'indique, c'est là que vous allez en pouvoir bénéficier d'un bonus. Enfin, les bonus capés ont un risque rendement qui est moyen. Y a-t-il un chaos possible sur ces produits-là? Donc oui, sur le turbo, il y a une borne. Si c'est un turbo call à la hausse, la borne va être ensuite en dessous du cours du sous-jacent. Et si c'est un turbo tout à la baisse, la borne va être au-dessus du cours du sous-jacent. Sur les leverage short et les bonus, il n'y a pas de knockout possible. Et en revanche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le stability, vous allez avoir 2 bornes, comme on le verra tout à l'heure, qui vont donc encadrer les cours sur lesquels vous allez avoir un chaos possible. Y a-t-il des maturités sur ces produits? Sur les stabilités et les bonus, oui, il y a une maturité. Sur les leverage short, il n'y a pas de maturité, mais attention parce que l'effet de levier étant fixe chaque jour, ce ne sont pas des produits qu'il faut non plus garder de façon trop importante dans votre portefeuille. Enfin, sur les turbos, vous avez 2 types de turbos. Vous avez les turbos illimités, l'illimité best, qui n'ont pas, comme leur nom l'indique, de date de maturité, et les turbos classiques, ou les turbos donc illimités, qui eux ont une date de maturité.
Je vous ai mis une carte d'identité d'exemple de chacun des 4 produits sélectionnés. Ici, par exemple, un turbo sur EDF. Alors, pourquoi j'ai pris ces sous-jacents? Parce qu'on va les voir après d'un point de vue graphique ensemble. Donc, on a pris le cas d'un turbo illimité best call sur EDF, c'est-à-dire qu'on veut jouer la hausse de EDF. Vous avez le code NEMO, qui est un code à 5 caractères, qui, en fait, Donc, le code NEMO est un code qui vous indique, qui est spécifique à l'émetteur. Donc, la lettre Z représente l'émetteur ici, Commerzbank. Le code ISIN, qui est vraiment un code propre au produit sélectionné, l'émetteur Commerzbank. La barrière désactivante, 22,14 €, ça veut dire quoi? Elle se situe aujourd'hui à peu près 13-14% des cours d'EDF. Ça veut dire que si jamais vous sélectionnez ce turbo et que vous rentrez sur ce turbo, il va falloir vous pourrez le garder tant que les cours d'EDF n'atteignent pas 22,14 €. Si jamais EDF touche ce niveau-là, même de façon très rapide, votre turbo est désactivé, vous perdez donc l'investissement que vous aviez mis dessus. La distance à la barrière va donc nous donner l'élasticité, qui est ici à peu près de 7, 6,8 exactement. La parité, c'est en fait le nombre de turbos que vous devez avoir pour posséder l'équivalent d'une action EDF. Et enfin, date de maturité, comme c'est un turbo illimité ici que nous avons pris, il n'y en a pas. On a pris un exemple d'un leverage short sur l'Eurostoxx 50 futur. Donc c'est un type de produit leverage short. Ici en l'occurrence c'est un leverage, comme on va le voir ensemble. Le code NEMO pareil, le code ISIN ça c'est la même chose. Tous les produits ont un code NEMO, un code ISIN. Le nom du produit c'est un leverage x5 SX5E F index. Donc SX5E c'est le code du Eurostoxx et F pour futur. L'élasticité est donc de x5, leverage x5. Donc c'est une élasticité fixe. Donc aujourd'hui, ce produit va répliquer 5 fois la variation de l'Eurostoxx. Les frais de gestion, donc de 0,40%, et le ratio 1 pour 1 avec un niveau de protection de moins 15%. Je reviendrai sur vos questions à la fin de la présentation pour qu'on soit sûr de pouvoir aller jusqu'au bout. Ensuite, un exemple de stability varant. Donc, les stabilities sont sur le CAC 40. Et là, on le voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce stability a 2 bornes, une borne basse à 4000 points et une borne haute à 4800 points. Donc, tant que le CAC évoluera entre ces 2 bornes, vous serez gagnant en choisissant ce type de produit. Si jamais le CAC devait dépasser les 4008 ou enfoncer les 4000, vous voyez que ça vous donne quand même une marge de manœuvre assez intéressante. Effectivement, votre produit là sera désactivé. En revanche, vous aurez un remboursement de 10 €. Là, nous avons un autre exemple, donc le bonus. Les bonus, vous pouvez en trouver sur les actions. Donc, on a pris un bonus sur ArcelorMittal que nous allons regarder ensemble. Pareil, code NEMO, code ISIN. La barrière basse à 9,50 €. La distance à la barrière est à peu près de 15%. Le niveau de bonus, lui, se trouve à 12,90 €. Et c'est un produit qui a une maturité en mars 2015. Donc, ça vous donne quand même suffisamment de latitude d'ici là. Comment donc choisir son produit? Parce que vous allez certainement, de temps en temps, être amené à vous poser cette question. Le choix du produit va dépendre de votre type, du type d'investisseur que vous pensez être vous-même. Vous allez devoir vous poser des questions importantes que je vais sélectionner ici. Quel est votre degré de conviction dans le scénario? Est-ce que, par exemple, vous pensez qu'il y a de fortes chances qu'ArcelorMittal monte? Quel est votre degré de conviction dans le timing? Est-ce que vous pensez qu'Arcelor va monter tout de suite? Ou est-ce que vous avez un peu peur qu'il puisse corriger un petit peu avant? Quelle perte maximum êtes-vous prêt à supporter? Est-ce que vous êtes prêt à perdre l'intégralité de ce que vous allez miser? Auquel cas, des produits désactivants comme les turbos ou les stability peuvent être tout à fait intéressants. Quelle durée de détention du produit pouvez-vous tolérer au maximum? Est-ce que vous êtes un investisseur très actif qui a besoin de ne pas garder des lignes trop longtemps en portefeuille, ou est-ce qu'au contraire, vous pouvez être investi et suivre le marché régulièrement dans la durée? Et enfin, quelle est votre acuité sur le marché? Est-ce que, durant la journée, vous êtes très occupé par vos activités professionnelles ou autres, et vous n'avez pas forcément les moyens d'être connecté à votre compte, votre portable ou votre ordinateur, auquel cas il faudra faire attention aux produits un peu trop réactifs qui ont des variations très violentes à l'intérieur même d'une journée, ou au contraire, est-ce que vous avez la possibilité, sans forcément être derrière le marché toute la journée, puisqu'on peut très bien s'occuper de ça pour vous, comme on le verra tout à l'heure dans mon service, mais est-ce que vous avez la possibilité, si vous recevez une alerte par mail, par SMS, d'intervenir assez facilement sur votre compte
en temps réel. Voilà. En fonction des réponses à ces questions, vous allez choisir le produit qui semblera plus adapté à votre stratégie, et bien sûr en fonction du sous-jacent que vous allez étudier. Justement, rentrons maintenant dans le vif du sujet, dans ce qui va nous intéresser certainement le plus et qui va être le plus parlant pour vous, à savoir l'étude des graphiques. Je vous ai sélectionné, je pense, je sais pas, 10 ou une quinzaine de graphiques qu'on va regarder ensemble et qui vont vous permettre de mettre en application ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Donc quelques actions françaises, 2 actions étrangères mais pas les moindres, Apple et McDonald's, donc des actions mondialement connues, et 2 indices, le CAC et donc l'Eurostoxx. On commence donc par Air Liquide, donc dans l'ordre alphabétique tout bêtement. Est-ce que vous voyez la souris qui se promène sur mon graphique là quand je la bouge pour que je puisse vous montrer des parties de... Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici sur Air Liquide? En dehors du fait que depuis très longtemps, cette valeur évolue dans un canal haussier, on voit également, d'un point de vue assez rapide, d'un coup d'œil assez rapide, que ce titre, malgré, quelle que soit finalement la conjoncture économique dans laquelle il se trouve, est un titre défensif d'une valeur qu'on appelle défensif de fonds de portefeuille, très affectionné entre guillemets par les bons pères de famille. Pourquoi? Parce que c'est une valeur qui est solide et qui ne se voit très rarement remettre en cause sa tendance haussière de fond, même dans des mouvements de marché comme des crises qu'on a pu voir là entre 2007 et 2009, vous vous souvenez. Bon, certes, les cours ont baissé, on le voit bien ici, mais n'ont pas invalidé leur tendance haussière de fond, contrairement à ce qu'on peut voir sur d'autres graphiques, qu'on verra par la suite. Qu'est-ce qu'on voit également sur Air Liquide? On voit qu'à l'intérieur même de cette tendance haussière, Air Liquide répond très bien à ces niveaux d'overlap ou bornes de polarité dont on parle aujourd'hui. Ces niveaux-là, je vous les ai mis à chaque fois sur chaque graphique en bleu comme ça épais, que vous voyez ici, donc ces niveaux horizontaux. On va regarder ensemble sur ce premier graphique, on va prendre le temps de bien regarder, parce que je veux qu'après, vous puissiez vous-même repérer et comprendre ce qu'on appelle un overlap. Ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez que les cours étaient dans une tendance haussière, et ils sont venus ici buter une première fois sur ce niveau, au niveau de la flèche rouge que je vous ai indiquée ici. Ils ont commencé par consolider, ils ont repris leur tendance haussière, ils sont à nouveau venus buter sur ce même niveau, une deuxième fois ici. Ils ont consolidé un petit peu, et puis finalement, la troisième fois, ils ont décidé de s'affranchir de ce niveau, et donc de dépasser ce niveau. Une fois qu'ils ont dépassé ce niveau très nettement, on peut tracer un niveau horizontal ici, et le prendre comme overlap potentiel. Une fois ce niveau dépassé, les cours continuent leur ascension, et viennent à nouveau cogner 2 fois sur un niveau de résistance. Ce niveau de résistance engendre une consolidation, assez violente puisqu'il s'agit de la crise de 2007-2009. Et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de cette consolidation? On voit que les cours sont venus s'appuyer ici, de façon très nette, à la fois sur l'overlap, donc l'ancienne résistance ici et là, qui vient jouer ici le rôle de support, et à la fois de surcroît sur la bande inférieure du canal. Donc ici, un signal d'achat très intéressant qui peut permettre de mettre en place une stratégie haussière. Rebelote, les cours remontent à nouveau, viennent à nouveau buter sur cette même zone ici, là, vous le voyez sur cette flèche rouge ici, consolident, et là décident de s'affranchir de cette zone. Cette zone devient à nouveau un overlap théorique qui, effectivement, à 2 reprises, va venir, même à 3 reprises ici, va venir jouer le rôle de support, 1, 2, 3 fois. Donc, ici, à nouveau, donner des signaux d'achat intéressants. Rebelote une 3e fois à l'intérieur de la hausse, ce niveau de résistance ici, qui avait arrêté les cours à 3 reprises, même un tout petit peu ici, comme on peut le voir dans cette espèce d'imbroglio là. Regardez comment ce même niveau est venu 1 fois, 2 fois, pratiquement 3 fois, jouer le rôle de support. Alors, il y a quelqu'un qui me demande si c'est moi qui ai inventé les overlaps. J'aurais pas cette prétention. En revanche, je peux vous dire que je suis quelqu'un qui les a énormément mis en avant, qui en a fait des conférences, comme vous le voyez ici, qui est même en train d'en faire un logiciel de trading basé sur ce type de niveau. C'est vraiment des niveaux auxquels je crois énormément, et on va le voir tout à l'heure de façon très très efficace sur le CAC 40 notamment. Et donc, c'est à la faveur d'un overlap que nous avons décidé, nous, chez BT Turbo, de rentrer à nouveau sur Air Liquide lorsque nous sommes revenus rebondir ici, sur ce niveau-là. Et vous le voyez, par exemple, cet overlap-là se situe sur les 93 € sur le titre, je m'en souviens très bien. Donc, nous avons sélectionné une barrière qui se trouve en dessous du niveau d'overlap afin de nous protéger d'une désactivation, puisque si l'overlap devait venir être enfoncé, nous sortirions de ce turbo sans être désactivés.
Après Air Liquide, nous avons sélectionné Airbus Group. Donc Airbus, c'est anciennement EADS. Et qu'est-ce qu'on voit ici encore de façon très efficace et très flagrante sur EADS? On voit deux choses. On voit effectivement qu'il y a une oblique de soutien en support là, comme on le voit. Mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on voit à nouveau des bornes de polarité ou des overlaps, comme on le voit ici. Donc ici, c'est une vraie borne de polarité puisqu'elle joue tour à tour ici le rôle de support en vert, ici le rôle de résistance en rouge, 1, 2, 3, pratiquement 4 fois, et à nouveau par la suite le rôle de support. Donc c'est vraiment une borne de polarité, c'est-à-dire que les marchés vont très souvent venir s'appuyer sur cette borne, que ce soit dans un sens à la hausse ou à la baisse. Après, depuis mars 2009, donc EADS anciennement, donc aujourd'hui Airbus, a retrouvé une tendance haussière. Et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de cette tendance haussière? Exactement comme tout à l'heure sur Air Liquide, qu'à chaque fois que les cours viennent buter sur une résistance, ils viennent s'appuyer dessus en support par la suite en overlap. Donc on le voit ici une première fois, on le voit ici une seconde fois, vous voyez ces niveaux-là de résistance que je vous montre ici, qui viennent ici jouer le rôle de support. À nouveau encore ici, une résistance là, je trace une horizontale, regardez, une fois, deux fois, trois fois, et ça je peux vous dire que je me souviens, hein, ce jour-là, beaucoup de gens avec le gap baissier ici avaient très peur d'un retournement sur EADS. Eh bien, regardez comment cet overlap est encore venu tenir et jouer à nouveau le rôle de soutien en support pour l'avancée des cours. Voilà. Et donc là, un dernier overlap qui est encore valide aujourd'hui puisque les cours sont venus rebondir ici à la fois sur l'overlap que vous voyez là et à la fois sur la borne de soutien, de la borne haussière de soutien que nous voyons ici en bleu marine. Alcatel, qui est revenu dans le CAC relativement récemment. Donc qu'est-ce qu'on voit là sur Alcatel? Effectivement, on peut voir ici un canal, on peut voir ici également une oblique de résistance baissière qui a été dépassée là, donc signal d'achat, peut-être, intéressant. Mais on voit également une borne de polarité ici, donc un niveau qui tour à tour va jouer le rôle de support, ici, sur toutes les flèches vertes que je vous ai indiquées. Donc vous voyez, là, ici, et là. Et le rôle de résistance à l'inverse, ici par exemple, en la hausse, et là par exemple également, juste ici. Donc vous voyez, cette zone-là est une zone d'inflexion de marché assez intéressante, et là, nous sommes notamment dans une consolidation qui, si jamais elle devait revenir proche de ce niveau, pourrait donc générer des zones d'achat assez intéressantes sur le titre Alcatel-Lucent. Ici, nous avons les cours d'ArcelorMittal. Alors, ArcelorMittal, je vous ai quand même mis, parce que c'est très intéressant de voir ce large triangle-là, dont j'ai très souvent parlé. Vous voyez ces deux bornes-là en bleu marine qui sont venues enfermer les cours dans un biseau, duquel finalement les cours ont été obligés de sortir. Mais nous allons rester focalisés sur notre sujet du jour, à savoir les overlaps, qu'on voit ici, vous voyez. Là, je vous ai mis un overlap, donc une zone de résistance là, qui est venue jouer le rôle de support par la suite. Et ici, une bande de polarité qui a joué tour à tour le rôle de résistance, 1, 2, 3, 4 fois, le rôle de support, 1, 2 fois, et à nouveau, par la suite, une fois qu'elle est enfoncée ici, le rôle de résistance. Donc là encore, ici, nous avons un niveau, une bande de polarité intéressante sur les cours du titre ArcelorMittal. Là, je vous ai mis AXA, donc AXA, grosse société d'assurance française. Encore une fois, je vous ai indiqué à chaque fois, là par exemple des doubles ou triples bottom, des obliques, des flags, etc. Mais ce qui nous intéresse encore aujourd'hui, ce sont donc les overlaps en bleu comme ça épais. Donc ici à la hausse, un premier overlap à la hausse, donc une résistance qui vient jouer le rôle de support. Ensuite ici, à la baisse, donc un support qui vient jouer le rôle de résistance ici, un support là et là qui vient jouer le rôle de résistance ici, à nouveau à la hausse, une résistance là qui vient jouer le rôle de support ici, et à nouveau à la baisse, une zone de support là qui vient jouer le rôle de résistance, une autre zone de support qui vient jouer le rôle de résistance. Vous voyez, à chaque fois, ce sont vraiment des niveaux horizontaux qui arrêtent le marché dans un sens puis dans l'autre. Et enfin, ici, comme on peut le voir, à nouveau, un petit overlap, donc une zone de résistance là, qui a fini par jouer le rôle de support. Nous sommes ici sur BNP Paribas. Très intéressant de regarder les cours de BNP aujourd'hui, pour plusieurs raisons. D'abord, vous voyez bien ici un overlap, donc une zone de résistance là, qui vient jouer le rôle de support là et là. Là, on le voit vraiment de façon très nette. Et cette fameuse, j'allais dire fabuleuse, mais bon, fameuse zone de borne de polarité, en place depuis 2006, donc ça fait 8 ans maintenant. Donc, cette zone sur laquelle les cours sont venus rebondir une ou deux fois, là, sont venus s'arrêter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, pas loin d'une dizaine de fois là, entre 2009 et 2012, vous voyez, c'est quand même une zone très très forte. Et là, une fois dépassé, ici, après avoir buté deux fois dessus, on est venu s'appuyer dessus en support à plusieurs reprises.
Cette zone est très intéressante et est une zone autour des 50 € qu'il faut surveiller sur le titre BNP. Ce qui pourrait indiquer une tendance haussière à venir dans l'immédiat. Carrefour, là encore de façon très nette, des bandes de polarité, ici, donc résistance, résistance, support, résistance, ici, support, 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 hop, résistance, résistance, support, 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 résistance, et résistance jusqu'ici. Vous voyez, cette zone-là aussi est très très forte quand même, hein, surtout qu'on vient de buter dessus, à la fois sur l'overlap et à la fois sur le haut du canal, donc un signal de retournement possible. Et enfin ici, une autre borne de polarité, avec un support, une résistance, un support. Donc Carrefour, dans son canal baissier, a répondu de façon assez nette aux bornes de polarité. Ici, donc le titre EDF, un tout petit peu moins flagrant en backtesting, puisqu'on n'a pas énormément d'overlap là dans la baisse, mais là, depuis la hausse, on voit effectivement que cette résistance-là est venue jouer le rôle de support, à nouveau, ici. Une valeur française solide du domaine du luxe qui n'est pas dans le CAC 40, mais que j'ai quand même voulu aborder avec vous aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, encore une fois, ça rappelle un petit peu ADS tout à l'heure, Airbus. Hermès répond très bien aux overlaps dans la hausse dans laquelle il se trouve. Donc ici, résistance, résistance, support, support, support. Ici, résistance, support. Ici, résistance, support, 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 support. Et là, on est à nouveau sur une phase de résistance très importante. Ça veut dire quoi? Ce qui est intéressant là, sur Hermès, deux choses. Premièrement, c'est intéressant parce que ça nous permet, si dans les autres graphiques on a juste étudié le passé, là on peut étudier le passé pour anticiper le futur. Ça veut dire que pour nous, dès lors qu'on aura dépassé cette zone-là, on aura de fortes chances que cette zone vienne jouer le rôle de support en overlap, puisqu'effectivement c'était une résistance majeure qui a arrêté les cours à plus de 5 reprises ici. Donc dès que ce niveau sera dépassé, il y aura de fortes chances qu'on puisse s'en servir comme nouveau point d'appui et attendre un éventuel test de cette zone pour se positionner à l'achat. Je vous ai également mis ici dans les cercles bleutés quelque chose d'assez intéressant. Il s'agit de voir que parfois, l'overlap n'est pas respecté au centime près. C'est-à-dire que si des gens attendaient que les cours viennent à nouveau tester l'overlap ici pour se positionner à l'achat, c'est un peu dommage parce que vous voyez que quand on s'approche, on peut quand même engendrer une phase de retournement comme on l'a vu ici ou là. Donc cet overlap fonctionne, que ce soit là ou là, même si là il est un tout petit peu moins précis que là. Saint-Gobain, alors c'est intéressant à deux titres, pour le backtesting et pour les overlaps évidemment en général. Pourquoi? Parce que là on le voit encore, comme on l'a vu tout à l'heure sur Hermès, sur ADS, etc. Regardez là, entre octobre 2002 et juillet 2007, comment Saint-Gobain a répondu de façon exceptionnelle, vraiment, aux overlaps. Regardez, je monte, je m'arrête sur une résistance, je dépasse cette résistance ici, hop, je viens m'appuyer dessus en support. À nouveau, je monte, je m'arrête sur une résistance ici, je dépasse cette résistance-là et je viens m'appuyer dessus en support, à 3 reprises. À nouveau, j'ai une zone de résistance ici, je dépasse cette zone de résistance-là, je viens m'appuyer dessus en support. Et rebelote une dernière fois ici, résistance-là, hop, je viens m'appuyer dessus une fois dépassé, en support. Dans la baisse, la même chose, un support ici, hop, je l'enfonce, je viens buter dessus en résistance. Et là, à nouveau, des bornes de polarité intéressantes. Donc avec ici une borne de résistance qui a joué ensuite le rôle de support. Et là, une borne qui joue tour à tour le rôle de résistance, de résistance, puis de support. Donc, on voit que Saint-Gobain est intéressant. Et en termes de backtesting, ce qui nous intéresse ici, c'est de se dire qu'une valeur comme Saint-Gobain peut très bien répondre aux overlaps, alors qu'une valeur comme Lafarge, par exemple, ne répondra pas du tout à ce type, en backtesting, à ce type de niveau. C'est intéressant, pourquoi? Parce que, pourquoi je parle de Lafarge? Évidemment, vous le savez, la plupart d'entre vous l'auront deviné ou compris, parce qu'effectivement, Lafarge est une valeur qui est du même secteur que Saint-Gobain. Continuons dans notre étude graphique avec la dernière action française sélectionnée pour vous aujourd'hui. Il s'agit de Société Générale. Donc on voit quoi ici sur Société Générale? On voit effectivement ce canal très intéressant que je vais tracer là. Vous voyez que les cours sont quand même enfermés là. Regardez le nombre de fois ils sont venus buter sur ce niveau ici. Et le nombre de fois ils sont venus buter sur cette résistance ici. Bon. Maintenant ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont donc les overlaps qu'on voit ici. Donc une zone de résistance qui, une fois dépassée là, va venir jouer le rôle de support là, une fois, deux fois. À nouveau une zone de résistance ici, qui une fois qu'elle sera dépassée là, va venir jouer le rôle de support. Encore une fois là, une zone d'achat intéressante. La question est de savoir si on va pouvoir s'affranchir de ce niveau-là, mais entre ici et là, je peux vous dire que sur un turbo, il y a de quoi faire.
Après Société Générale, je vous ai sélectionné encore 4 sous-jacents, donc 2 actions étrangères et 2 indices. Donc les actions étrangères, pas des moindres, donc Apple. Apple, je le signale aujourd'hui pour ceux qui ne le savent pas et pour vous donner quand même à titre d'indication, Apple c'est aujourd'hui la plus grosse capitalisation mondiale, c'est donc la plus grosse entreprise mondiale en termes de capitalisation de chiffre d'affaires, etc. C'est une valeur qui, à elle seule, représente les 5 plus grosses valeurs du CAC 40. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que Apple pèse autant que Sanofi, Total, LVMH, L'Oréal et BNP réunis. Donc quand même 5 fleurons de la société, des entreprises françaises qui pèsent à L5 autant que Apple. Juste pour vous indiquer, hein, je ne sais pas si vous avez votre iPhone 6 avec vous, mais qu'est-ce qu'on voit ici sur les cours d'Apple? On voit que les cours sont dans une tendance haussière, décembre 97, et on voit qu'ils répondent à nouveau à effectivement une oblique en soutien, mais également les overlaps. Voilà, une zone de résistance ici, que vous voyez, qui a joué le rôle de résistance une voire 2 fois ici, et qui une fois dépassé là, va venir jouer le rôle de support. Rebelote, on remonte, on trouve une zone de résistance ici, on consolide, une fois qu'on a dépassé cette zone de résistance, on vient s'appuyer dessus une fois ici, et puis une autre fois là, regardez. Là, même pas une fois, 4 fois. Vous voyez, ce sont quand même des niveaux très intéressants. Hein. Ce sont des niveaux qui permettent vraiment de mettre en place des stratégies intéressantes. Vous voyez là quand même, c'est quand même assez flagrant. 1, 2, 3, 4 fois. À nouveau ici, 1, 2, 3 fois la résistance, 1, 2, 3 fois le support. Et à nouveau ici, 2 fois la résistance là et là, 2, 3, 4 fois le support ici. Donc à la faveur de ces overlaps, vous auriez pu à chaque fois mettre en place des stratégies d'achat haussières qui s'avéraient être finalement gagnantes. McDonald's, McDo pour les intimes, le titre est évidemment mondialement connu, également assez intéressant puisqu'il existe même aujourd'hui un indice McDonald's aux États-Unis. C'est quoi l'indice McDonald's? C'est un indice qui est censé vous aider à comparer la valeur d'une monnaie d'un pays en comparant les prix du Big Mac dans chacun de ces pays. Je vous assure, c'est véridique. Donc en fonction du prix des Big Mac dans tel ou tel pays, vous avez un indice McDo qui existe aux États-Unis. Donc ici, c'est pas ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse, c'est les cours du titre McDonald's avec ces fameuses zones d'overlap ou bornes de polarité. Regardez ici, notamment. En novembre 99, les cours sont venus, en fin 99 en tout cas, sont venus buter à 2 reprises sur ce fort niveau-là. Ça a engendré une très forte consolidation, une des plus fortes que le titre ait jamais connue, jusqu'en mars 2003. Regardez comment, une fois que les cours sont venus s'affranchir de cette zone-là, ici, regardez comment ils sont venus s'appuyer dessus une fois, puis 2 fois de façon très nette en support. Rebelote, 3 fois la résistance ici, 1 fois le support là. Dernière résistance ici, support là et là. Et là, exactement comme on l'a vu tout à l'heure ensemble sur Hermès, on est face ici à une zone de résistance assez intéressante. Une fois que cette zone sera dépassée, il y a de fortes chances, comme sur Hermès, qu'on vienne s'appuyer dessus en support. Là, je voudrais qu'on prenne un tout petit peu plus de temps, il nous reste à peu près 10 minutes, un quart d'heure, je vais vous laisser le temps pour 2 ou 3 questions, mais là quand même, c'est quand même le sous-jacent qui intéresse pratiquement tout le monde, le CAC 40, et j'aimerais vraiment qu'on regarde ensemble les bornes de polarité ou les overlaps sur ce CAC 40, parce que vous allez vous rendre compte de quelle manière ça peut être effectivement très efficace. Regardez, partons depuis le point bas de septembre 2011. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait effectivement une très forte consolidation et que, visiblement, c'est depuis septembre 2011 que les cours du CAC ont repris une tendance haussière à l'intérieur d'un canal haussier que vous voyez bien ici, contre vents et marées, contre tout événement réel conjoncturel, malgré les dettes, la crise des dettes, la crise du chômage, la crise de l'emploi, la crise de la croissance, malgré tout ce qu'on entend autour de nous qui fait qu'on a l'impression qu'on est dans une période de crise économique difficile, le CAC 40, lui, n'a pas l'air de répercuter, si on regarde son évolution, cette crise, effectivement. Et qu'est-ce qu'il fait, le CAC 40? Non seulement il ne répercute pas cette crise, mais en plus, il vient se permettre, parce qu'effectivement, il s'est permis à plusieurs reprises, de venir tester ces overlaps de façon très efficace, et de venir, parfois, de façon tout à fait remarquable, donner de nouvelles impulsions haussières et une nouvelle indication haussière sur les marchés en général, puisque lorsque un indice international monte, il y a de fortes chances que les indices en général montent. Sauf si la conjoncture du pays est liée à un phénomène
Donc ici, qu'est-ce qu'on a là? Bah, regardez cette zone-là que je vous ai mis en pointillé rouge, là, d'overlap des 3006. Ceux qui me connaissent et qui suivent mes analyses savent que je m'étais arrêté très longtemps sur ce premier overlap-là. Donc overlap qui avait joué le rôle de résistance une fois là, puis une fois là. Et regardez, une fois que le CAC a décidé de dépasser ce niveau, 1, 2, 3, 4, à 5 reprises, il est venu s'appuyer dessus. Et j'insiste vraiment, vraiment sur l'efficacité de ce niveau-là, parce que je peux vous dire que si, ici, là, jusqu'à même ce quatrième point, c'était un peu plus tendu, vous pouviez vous fier à cet overlap-là, je peux vous assurer que si jamais on revenait en arrière dans le temps, vous et moi, et qu'on revenait là, courant mi-2013 à peu près, et qu'on revenait ici sur ce point bas-là, dans cette vague de baisse-là, je peux vous assurer que très peu de gens auraient donné cher du CAC 40 à ce moment-là. Avec une telle baisse aussi violente, tout le monde commençait à crier, je m'en souviens très bien, au nouveau crack, à retournement baissier, etc. Et bien regardez comment les 3006 sont venus à nouveau jouer le rôle de support phénoménal, et comment les cours sont venus à nouveau atteindre de nouveaux records. Rebelote, encore une fois, les 4100 ici, vous voyez, qui a joué le rôle de résistance très forte, là, pendant cette période-là, ici aussi à nouveau, et là encore à nouveau, les 4100 sont venus jouer le rôle de support, une fois, deux fois, et puis là, de façon encore très efficace et très impressionnante, le CAC est venu, après une nouvelle dégradation très violente ici, qui ressemblait un petit peu à celle-là, il est venu à nouveau rebondir, avec le culot et toupé, sur son overlap des 4100, sur lequel il a trouvé un point d'appui intéressant. Et c'est à la faveur de cet overlap-là que nous avons maintenu nos objectifs haussiers sur le CAC, et notre tendance haussière sur le CAC. Donc là, j'attire vraiment votre attention sur le fait que ces niveaux sont très puissants et peuvent nous permettre d'anticiper énormément de choses. Je vous ai mis par la suite les cours de l'Eurostoxx. Donc l'Eurostoxx, c'est vraiment le petit cousin ou le grand cousin, comme vous voulez, du CAC 40, puisqu'il s'agit des 50 plus grosses sociétés européennes de la zone euro, donc des entreprises cotées en euros. Il y a à peu près, je pense, 50% de valeur française dans l'Eurostoxx. Donc c'est pour ça que l'Eurostoxx est très lié au CAC 40. Et les cours se ressemblent énormément. Mais là, je vous ai mis l'Eurostoxx sur un plus long terme, depuis la fameuse bulle Internet des années 2000. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'Eurostoxx, comme sur le CAC d'ailleurs? On voit que dans cette tendance baissière, l'indice répond énormément bien aux overlaps, ici. Une zone de support qui est venue jouer le rôle de résistance là, une autre zone de support là, qui va jouer le rôle de résistance. Vous voyez comment c'est très net là, hein. C'est vraiment des zones horizontales très propres. Hein. Dans la montée, pareil, borne de résistance, zone de support, zone de résistance ici, zone de support là, à nouveau dans la baisse, support, résistance, résistance, résistance. Et juste ici, où on est venu à nouveau dépasser ce niveau. Voilà, donc là, vous avez à nouveau des zones d'overlap très intéressantes. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis les cours de l'euro-dollar, puisqu'il n'y avait pas ici de zone d'overlap très intéressante à remarquer. Et en plus, c'est un graphique qui date. Donc, je suis désolé, c'était une erreur que je vous supprimerai lors de l'envoi de ma présentation. Voilà, je vous ai mis ici les bilans 2014 de mon service DT Turbo. 3 formules possibles, donc des bilans qui restent très honorables malgré des phases plus difficiles ces derniers temps. Et enfin, donc de quoi me joindre, nous joindre, donc par mail, si vous souhaitez recevoir le PDF. De toute façon, je pense que je l'enverrai à tous les inscrits, mais bon, si jamais vous aviez des questions subsidiaires, n'hésitez pas à me les envoyer par mail à cette adresse-là, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Vous pouvez nous joindre par téléphone à ce numéro-là, ou enfin via notre site, formulaire de contact, zone d'abonnement pour notre service DT Turbo. Voilà, donc nous, ce qu'on vous propose dans le service DT Turbo, c'est de bénéficier de notre expertise, afin de vous contenter uniquement de passer vos ordres selon les choix de sélection concrets pour vous. Alors, je vais prendre quelques questions, et puis par la suite, je vous laisserai m'envoyer vos questions par mail, parce qu'il va falloir que je libère l'antenne. Donc, on me demande combien sera le stop loss en général par nombre de points. C'est-à-dire, je ne comprends pas. J'arrive pas à bien comprendre c'est David qui nous pose cette question. Alors, si votre question c'est en termes de risk-reward, j'allais dire en gros, lorsque vous avez un overlap, d'accord, et que vous sentez que vous approchez de cet overlap en support et que vous dites, tiens, l'approche de cet overlap peut générer chez moi une envie d'achat. Vous avez plusieurs options. Soit vous attendez vraiment que l'overlap soit testé. Auquel cas, si les niveaux rebondissent sur le cours de l'overlap, vous pouvez rentrer à l'achat et mettre un stop qui va être, je sais pas, environ 2-3% en dessous de l'overlap afin de vous protéger.
Si en revanche, vous préférez rentrer avant que les cours n'atteignent ce niveau, libre à vous de mettre le stop sous l'overlap ou sur l'overlap. Ensuite, en termes de risk-reward, ce que je conseille en général sur les stop-loss, c'est de mettre par exemple un stop à 2% lorsque vous voulez gagner à partir de 4-5%, ça devient intéressant. Mettre un stop à 3% si vous voulez gagner entre 6 et 10%, etc. Il faut que votre ratio risk-reward soit à peu près de 2 minimum pour que vous soyez en train de mettre en place une stratégie de money management intelligente. Donc ce qu'on appelle un risk-reward de 2, c'est que vous êtes prêt à perdre 1 pour gagner 2, ou à perdre 2 pour gagner 4, ou à perdre 3 pour gagner 6, etc. C'est un rapport de 2. Après, plus vous allez avoir un risk-reward haut, plus vous allez avoir une stratégie intéressante. Si vous êtes prêt à perdre 2 pour gagner 6, ça vous donne un risk-reward de 3. Voilà. Y a-t-il une autre question vraiment importante là? Il nous reste 2-3 minutes. Bon, apparemment pas. Écoutez, je vous remercie tous d'avoir été présents, de m'avoir suivi du début à la fin, parce que la plupart d'entre vous êtes restés. Je vous remercie. Je vous tiendrai au courant via notre site des prochains webinaires qu'on fera avec notre partenaire Commerzbank. N'hésitez pas à nous écrire, à venir tester notre service. Nous avons de nouveaux projets qui vont se mettre en place, dont on vous parlera. Je vous souhaite un bon week-end, de bons trades, bon courage par ces temps un peu tumultueux, comme on le voit sur les marchés. Ne perdez pas courage. C'est souvent dans les moments les plus difficiles qu'on apprend le plus dans ce métier-là. Merci à tous. Bon week-end et à très bientôt.